Il est 7h11 sur Europe 1, Jacques Serret. Vous recevez ce matin Étienne Blanc, sénateur Les Républicains et rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Bonjour Étienne Blanc. Oui, bonjour. Gérald Darmanin est donc attendu dans un peu moins d'une heure à Marseille. Cette ville, il s'y est rendu à de nombreuses reprises en tant que ministre de l'Intérieur ces dernières années, mais il s'agit là de son premier déplacement dans la cité phocéenne en tant que ministre de la Justice. Gérald Darmanin fait de la lutte contre le narcotrafic l'une de ses priorités. Il veut notamment placer à l'isolement les 100 plus grands narcotrafiquants pour qu'ils ne puissent plus gérer leur business en cellule. Étienne Blanc, quand on constate à quel point les prisons sont devenues des passoires où circulent des dizaines, des centaines de téléphones, est-ce que vous pensez sincèrement que le nouveau garde des Sceaux peut changer quelque chose ? Bien sûr, c'est une question de volonté politique. Et dans le rapport sénatorial, nous avons pointé cette question. Comment peut-on accepter aujourd'hui que des personnes qui ont été jugées, condamnées, parfois à des peines lourdes, puissent continuer, depuis leur cellule, à instrumentaliser les réseaux de narcotrafiquants? Ça veut dire qu'ils ont des téléphones, et pour avoir des téléphones, ils ont des complicités. Ça veut dire qu'on ne parvient pas à brouiller les communications. Ça veut dire qu'il y a un défaut de surveillance. Il n'y a pas assez de fouilles. Il n'y a pas assez de surveillance des visites. Donc, les Français ne comprennent pas. On condamne. C'est un système qui marche sur la tête. On condamne. Et la condamnation n'a absolument aucun effet. Donc je trouve que Gérald Darmanin, tout comme Bruno Retailleau d'ailleurs, a parfaitement raison de prendre ce dossier en main et d'apporter des réponses qui, à mon avis, sont des réponses de bon sens. C'est l'isolement absolu des narcotrafiquants pour qu'ils cessent leur business. Mais comment on fait concrètement pour faire cesser l'afflux de téléphones portables dans les cellules ? Alors, d'abord, il faut des fouilles régulières. Et une fouille par jour, ça ne suffit pas. Il en faut 2, il en faut peut-être 3. S'il y a une visite, à l'issue de la visite, il faut faire de nouvelles fouilles. Il faut aussi mettre en place des systèmes techniques qui permettent de brouiller les communications. Et puis, il faut un isolement absolu, c'est-à-dire un régime qui permet d'éviter les contacts des détenus les uns avec les autres pour que les téléphones passent d'une cellule à l'autre. Il faut surveiller ce qu'on appelle le système pendulaire, où depuis votre cellule, par la fenêtre, au bout d'une ficelle, vous faites voyager un téléphone pour aller à la cellule voisine ou à la cellule à l'étage en dessous. C'est tout un système de surveillance nouveau qu'il faut mettre en place, mais pour ça, il faut avoir conscience de l'ampleur du risque que font courir les narcotrafiquants sur notre société. On est dans une situation, je ne peux pas reprendre les termes qui ont été utilisés, mais quand on parle de mexicanisation... Ce sont les termes de Bruno Retailleau. Ce sont les termes de Bruno Retailleau. Et il a bien raison d'utiliser ces termes-là. C'est un peu des électrochocs, mais il a raison. Si on ne prend pas les mesures nécessaires, on a un risque de bascule dans un système irréversible. Et un certain nombre de pays du monde nous démontrent qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à revenir sur une sorte de tolérance ou de laxisme parce que les narcotrafiquants ont pris le pouvoir. Mais est-ce que cela passe aussi par un contrôle des visiteurs en prison ? Mais bien sûr. Il faut mieux contrôler les visiteurs. Et puis, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut maintenant autoriser des fouilles pour les personnes qui viennent visiter les narcotrafiquants. Pour moi, c'est une évidence. Et à l'issue de la visite, il faut qu'il y ait une fouille de l'intéressé, mais aussi une fouille de sa cellule. Et si ça ne suffit pas dans la même journée, il faut fouiller à nouveau la cellule. Sinon, on n'y parviendra pas. Étienne Blanc, je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Gérald Darmanin veut donc mieux isoler les 100 plus grands narcotrafiquants en France, en tout cas ceux qui sont en prison. Est-ce qu'ils sont identifiés, ces 100 plus grands narcotrafiquants ? Oui, bien sûr. Par les procédures pénales, on connaît l'ampleur du trafic auquel ils se sont livrés. On connaît les réseaux qu'ils ont constitués. Alors bien sûr, et c'est tout le sens de la proposition de loi que le Sénat examinera fin janvier, si cette date est bien confirmée, et il faut aller un peu plus loin dans les possibilités données à la police et à la justice de rentrer dans les entreprises de narcotrafic. C'est la raison pour laquelle on propose une amélioration du système des repentis, du système des infiltrés civils. Bien sûr, il faut mieux suivre les flux financiers. Oui, parce que là, on parle d'individus qui sont malheureusement très puissants face aux moyens de l'État.
Bien sûr. Et c'est tout le risque que je vous décrivais tout à l'heure. Et, c'est quoi un narco-État? C'est un État dans lequel les narcotrafiquants ont une influence sur la puissance publique. Ils la terrorisent, ils l'infiltrent, ils la corrompent. C'est ça un narco-État. Et si le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires, mais il suffit d'aller dans le rapport que nous avons établi avec mon collègue Jérôme Durain et avec les collègues sénateurs pour comprendre l'ampleur du risque. Si la France ne prend pas sans délai les mesures nécessaires, eh bien le risque, c'est que la situation devienne irréversible. Vous avez des pays qui sont des pays voisins, comme la Belgique, comme la Hollande, où les narcotrafiquants se sont attaqués au plus haut de l'État, à des ministres, en Hollande, à la famille royale. Voilà ce que ça veut dire. Le risque est là. Et si le gouvernement ne prend pas la mesure de ce risque, si le gouvernement ne reprend pas un certain nombre de mesures, en ajoute même certaines, eh bien oui, il y a un risque de bascule dans ce que l'on appelle un narco-État. Et face à ce risque, Gérald Darmanin a prévu, après Marseille, de se rendre dans le courant du mois de janvier à Dubaï. Et la lutte contre les narcotrafics, ça passe aussi par aller chercher des individus très très loin de la France. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est absolument invraisemblable. Et nous avons un certain nombre de personnes qui sont condamnées ou qui sont recherchées, où il y a des procédures qui contiennent des éléments probants extrêmement importants. Ces personnes fuient la France. Un certain nombre d'entre elles se retrouvent à Dubaï. On demande une extradition. Et comme par hasard, pour des raisons qui sont souvent des raisons de forme, des raisons procédurales, parfois un peu futiles, nous avons des personnes qui ont été à l'origine de crimes graves, qui ne peuvent pas être extradées de Dubaï. Alors, c'est là où on peut aussi mesurer la puissance d'un pays et son autorité. Si la France n'arrive pas à récupérer un certain nombre de ses ressortissants qui sont installés là-bas, qui ont des entreprises, qui ont acheté des mètres carrés et des mètres carrés d'immobilier, qui ont des yachts, qui vivent dans des conditions d'aisance absolument invraisemblable, si nous n'y parvenons pas, oui, là aussi, c'est un des signes de l'affaiblissement de l'État. Donc je pense que Gérald Darmanin a raison de se rendre à Dubaï. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques mois. Nous y avons installé un magistrat de liaison. Et un magistrat qui peut discuter avec les instances judiciaires, justement, pour comprendre pourquoi ces extraditions ne sont pas plus rapides et ne fonctionnent pas. Pour conclure, Étienne Blanc, j'aimerais avoir votre réaction sur des propos qui suscitent la polémique tout de même aujourd'hui sur ce sujet des narcotrafics. Le député des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, propose de légaliser le cannabis et d'autoriser les dealers condamnés par la justice à en vendre dans des commerces régulés par l'État. Proposition donc de ce député insoumis. Dans le paysage politique français, tout le monde n'est pas sur la même ligne. Quand vous entendez cela, comment est-ce que vous réagissez ? Vous savez, la légalisation du cannabis, c'est d'abord une première conséquence, c'est sur la santé. On sait aujourd'hui que le cannabis porte des atteintes graves au système nerveux, et surtout sur des jeunes et des adolescents. Mais aussi permettre à des dealers condamnés par la justice de vendre du cannabis, c'est complètement lunaire, non ? Mais c'est lunaire, mais vous savez, si on autorise le cannabis, ce sont les narcotrafiquants qui, eux, ont l'habitude de commercialiser, qui prennent en main le système légal. Ils vont devenir prestataires de services pour l'État, ce qui est quand même un comble. Et pire encore, ils vont garder leur système parallèle, parce qu'ils vont vendre des produits plus toxiques, ils payeront pas les taxes, donc ils seront moins chers, donc ils gagneront encore plus d'argent. La légalisation du cannabis, c'est la pire des réponses que l'on puisse apporter. Surtout quand on a la honte de dire ouvertement qu'on va confier ce système aux narcotrafiquants eux-mêmes. Ça veut dire qu'on baisse les bras. Et ça, c'est absolument inadmissible. Merci beaucoup, Étienne Blanc, sénateur Les Républicains, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Merci beaucoup, Monsieur Blanc, d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1.